Madame, Monsieur, bonsoir. Nous poursuivons la série d'épisodes consacrés au nouveau modèle de développement et ce soir, focus sur le secteur privé puisque son dynamisme est au cœur de tout modèle de développement et compte tenu du contexte délicat que traversent ces acteurs, bien sûr à cause de la Covid-19, il est difficile de se projeter sans relance économique. Alors outre cette projection, quelles sont les attentes des chefs d'entreprise marocains de ce nouveau modèle de développement? Comment établir ou rétablir un cadre de confiance et de responsabilité parmi les acteurs de ce secteur privé? Comment le patronat compte mettre en œuvre les recommandations du rapport de la commission spéciale? Mehdi Tazi, vice-président général de la CGEM, répond à nos questions ce soir. Bienvenue à tous. Retour d'abord sur quelques recommandations du rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement concernant le secteur privé. C'est un récit de Younes Benzineb. Métamorphose de l'économie, prospérité, durabilité et leadership régional, les ambitions du nouveau modèle de développement ont été exposées à la CGEM. Cette dernière a passé en revue les différents objectifs abordés dans le rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement. Il en ressort que le nouveau modèle érige le secteur privé comme un partenaire clé dans le nouveau pacte national pour le développement. Plus concrètement, il est attendu du secteur privé national et étranger d'être davantage responsable et entreprenant, de participer à l'effort d'inclusion et de protection sociale et d'investir dans une démarche gagnant-gagnant avec les territoires en veillant à un juste partage de la valeur créée. Le document de 170 pages précise que ce repositionnement passerait notamment par un dialogue constant de partenariat entre le secteur privé dûment représenté dans toute sa diversité, de la TPME aux grands groupes, les acteurs sociaux et l'État. Une démarche partagée par la CGEM qui s'est dite prête à jouer son rôle dans la mise en œuvre de ce chantier. Le patronat qui entend mettre en place un comité interne dédié entièrement à ce chantier préconise plusieurs ruptures, parmi lesquelles figure l'évolution du rôle de l'État pour être beaucoup moins dans les opérations et beaucoup plus dans la régulation économique. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Mehdi Tazi, vice-président général de la CGEM. Bonsoir Mehdi Tazi, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Ma première question est la suivante. Elle s'adresse peut-être à tous les chefs d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. Comment, selon vous, patronat, ce nouveau modèle de développement répond à mes préoccupations? Écoutez, d'abord, je voudrais souligner la complétude du travail qui a été réalisé par les membres de la commission sous la présidence de M. Benmoussa et dire à quel point je pense que ce rapport est complet. L'idée générale qui ressort, sans rentrer dans beaucoup de détails, mais on peut aller dans autant de détails que vous le souhaitez, c'est que les chefs d'entreprise et les entrepreneurs puissent bénéficier d'une économie saine, d'une économie productive, puissent être protégés dans l'acte d'entreprendre et puissent avoir une interaction avec l'État qui soit une interaction, disons, beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus saine, puisque le modèle, dans ce sens, propose qu'il y ait un choc de simplification de la relation entre les entreprises et l'État en éliminant autant que faire se peut les autorisations et les agréments nécessaires. Donc, Mehdi Tazi, si j'ai bien compris, ces volets-là que vous venez de citer dans le rapport répondent aux préoccupations. Bien sûr, la CGEM a eu un rôle dans l'élaboration de ce rapport. En tout cas, elle a été consultée, le patronat a été consulté parmi les consultations pour mettre en place le diagnostic. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait certains points dont aujourd'hui le chef d'entreprise a besoin pour être acteur de cette croissance, pour créer plus de valeur et d'emplois? La CGEM a été consultée fin janvier 2020, un petit peu avant le début de cette pandémie. Nous avons été auditionnés par
la commission spéciale du nouveau modèle de développement, nous avions fait au préalable un travail très inclusif aussi à notre niveau, au niveau des régions, des fédérations et de l'ensemble des composants de la CGM, du groupe parlementaire, pour proposer un modèle de développement qui réponde aux besoins de l'entreprise. Donc avec un axe très économique, lorsque le modèle de développement, lui, est beaucoup plus général et inclut aussi des questions sociales, etc. Quand on regarde les priorités de la CGM, les propositions de la CGM, d'abord à la commission spéciale, mais aussi les propositions qu'a faites la CGM dans le cadre du plan de relance que nous avons remis en mai 2020. Mais également, quand on regarde les priorités que nous avons développées en début d'année, on se rend compte que nous avons été écoutés et très largement écoutés. Et je prends quelques exemples par rapport à ça. Dans le cadre du plan de relance, nous avions proposé qu'il y ait des mécanismes de financement par la dette et par des fonds propres. Nous avions proposé le maintien de la commande publique à des niveaux importants. Nous avons proposé des propositions d'allègement fiscal orientées vers des secteurs productifs. Et puis nous avions proposé un certain nombre de mesures transverses, comme un choc de simplification de la relation État-entreprise, l'intégration de l'informel en distinguant l'informel social de l'informel plus organisé, une refonte, une revue du code du travail, un appui sur le digital, etc. Donc quand on regarde, en fait, on se rend compte que la quasi-totalité des mesures qu'on a proposées ont été prises en compte par la Commission, et on ne peut que se féliciter de l'écoute qui nous a été donnée dans ce cadre-là. Alors du coup, comment le patronat compte-t-il implémenter les recommandations? Parce que bien sûr, tout à l'heure je le disais, on doit rétablir un cadre de confiance, mais aussi de responsabilité de ce secteur privé. Alors comment la CGEM compte implémenter ces recommandations? Pour nous, peut-être que l'enjeu essentiel que nous avons aujourd'hui, c'est celui-là. Lorsqu'on regarde les recommandations qui ont été faites par la commission spéciale, par nous-mêmes, par certains de nos prédécesseurs, on se rend compte que les diagnostics et les propositions sont très souvent convergentes. Maintenant, là où le bas blesse de notre point de vue, c'est dans l'implémentation et c'est dans la capacité à mettre en œuvre ce sur quoi tout le monde a un consensus. Et encore une fois, ce modèle donne un consensus par rapport à ça. On entend trop souvent, de mon point de vue, des personnes autour de nous dire c'est encore un rapport de plus, c'est encore des recommandations de plus. Et je crois qu'il faut combattre ça, parce que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, société civile, citoyens, entreprises, de prendre nos responsabilités et de travailler pour notre pays. Et je crois que c'est vraiment un message important que nous avons. Ce que recommande le modèle, c'est sous les hautes instructions, sous le patronage de Sa Majesté, d'avoir une instance qui travaille à l'implémentation de ce modèle de développement. D'abord, au départ, par la signature d'un pacte national qui englobe l'ensemble des parties prenantes. C'est la première étape. Derrière, ce que l'on doit prendre en compte, c'est que les mesures doivent être... c'est qu'il faut qu'il y ait une instance de gouvernance inclusive au plus haut niveau de l'État, qui puisse s'assurer que l'implémentation de l'ensemble des mesures soit faite, et qui puisse s'assurer qu'il y ait une cohérence dans ce travail, puisque ça va toucher tous les secteurs, toutes les composantes de la société, et je crois que c'est vraiment là l'enjeu essentiel que nous avons. Ce que nous avons décidé de faire au niveau de la CGM, c'est de mettre en place, et le président Chakib Ali, je l'ai annoncé lors de la visite de la commission la semaine dernière, c'est de mettre en place une commission dédiée
à l'implémentation de au support de l'implémentation de ce nouveau modèle de développement qui soit aussi, là encore une fois, inclusif. Donc nous allons, dans le cadre de cette commission, avoir des représentants des fédérations, des représentants des régions, des représentants des commissions internes de la CGEM, du groupe parlementaire et de la direction de la CGEM, pour qu'on puisse d'abord mettre en cohérence nos priorités avec le modèle de développement et ensuite nous assurer que ce travail avance. Nous avons d'abord des instances en interne qui nous permettent de suivre ça, dans le cadre d'abord le conseil d'administration, les commissions, les régions et les fédérations, mais nous avons aussi une plateforme avec le gouvernement, qui d'ailleurs s'est réunie il n'y a pas longtemps, et qui me semble être un bon outil pour jouer notre partition dans le développement l'implémentation de ce nouveau modèle de développement. Il y a un terme qui revient beaucoup dans ce rapport, et en l'occurrence, il s'agit de cohérence de politique publique. Bien sûr, vous, en tant que représentant du secteur privé, ce soir, je vais vous parler de cohérence. Et quand je parle de cohérence, je parle un peu d'une synchronisation entre les différents plans sectoriels. Comment vous, en tant que CGEM, comptez-vous peut-être même implémenter cela à votre niveau ? Qu'il y ait vous avez parlé de transversalité, qu'il y ait une transversalité parmi les différents secteurs à travers toutes les fédérations que compte la CGEM. Le constat et le diagnostic qui a été fait par la commission spéciale sur ce sujet, nous le partageons et nous l'avions d'ailleurs signalé par le passé. Il y a eu sur les dernières années un certain nombre de plans sectoriels stratégiques qui ont été définis et implémentés par le Royaume au niveau de l'industrie, au niveau de la pêche, sur la logistique, sur un certain nombre de plans, sur l'infrastructure, etc. Sur l'énergie également. Ce que nous constatons, ce que nous avons constaté, c'est que ces plans étaient déployés en silo, sur le tourisme évidemment. Ces plans étaient déployés en silo et ce dont nous manquons, c'est d'avoir une cohérence générale sur ce plan. Si on prend un exemple, aujourd'hui, l'industrie ne peut plus se développer avec notre partenaire principal qui est l'Europe si elle n'est pas décarbonée. Donc bien évidemment, il faut qu'il y ait une mise en musique et une cohérence entre la stratégie énergétique du pays et la stratégie industrielle du pays. Après, ce que recommande le nouveau modèle de développement, et encore une fois, nous partageons, on ne peut pas ne pas partager, c'est que notre économie soit plus innovante et qu'elle soit plus diversifiée. Elle a besoin d'être plus innovante parce qu'on doit monter en gamme et monter en valeur ajoutée. Sinon, nous nous retrouvons avec des secteurs qui sont, avec des entreprises qui font peu de marge et qui sont facilement remplaçables. Il faut aussi qu'elle soit diversifiée pour qu'on ait une meilleure résistance aux chocs économiques. C'est bien évidemment parfaitement compréhensible. Si notre industrie dépend d'un secteur, le jour où ce secteur a un problème, le pays tout entier a un problème. C'est le cas de certains pays, par exemple, aujourd'hui, qui souffrent de la chute drastique du tourisme, parce que le tourisme est quasiment à l'arrêt au niveau partout dans le monde entier. Donc le nouveau modèle de développement préconise qu'il y ait entre autres, une montée en gamme par de l'innovation sur les secteurs sur lesquels nous misons et qu'il y ait une diversification de ces secteurs pour avoir une meilleure résistance au choc. Bien évidemment, tout cela doit se faire avec toute taille d'entreprise, les grandes, les petites et les moyennes, mais aussi tout territoire confondu. Ça ne doit plus se faire uniquement à Casablanca ou uniquement dans les grandes villes, mais ça doit se faire sur l'ensemble des régions. Chaque région a ses spécificités et chaque région a l'axe sur lequel elle peut se développer. On l'a vu, ça a d'ailleurs été partiellement fait sur les dernières années. Quand vous prenez une ville comme Tanger, Tanger il y a 10 ans au plan économique et Tanger aujourd'hui n'ont rien à voir. Et ça a été l'industrie automobile et aéronautique à Tanger a complètement changé
la ville, mais ça a été possible d'abord parce que les infrastructures ont été mises en place, avec le port de Tanger Med, avec les zones franches qui ont été définies, avec les investissements qui ont été faits sur les axes routiers. Ça a été aussi rendu possible parce qu'un investissement lourd a été fait sur le capital humain et parce que des accords de libre-échange ont été signés il y a 15 ans pour certains, par exemple celui des États-Unis, un peu moins pour d'autres. Mais c'est la cohérence globale de ce plan qui a rendu possible l'émergence d'une industrie automobile solide et forte à Tanger, avec, si on prend l'exemple de l'accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis, plus de 100 000 emplois créés et plus de 150 entreprises qui se sont installées sur les 15 dernières années. Donc on ne peut pas faire le choix d'une mesure qui fait que le développement territorial se passera ou ne se passera pas, mais c'est une cohérence globale et une stratégie complète sur différents axes qui font qu'on rend un territoire plus attractif que d'autres. Ce dont il faut que nous nous assurions, c'est que les régions, du point de vue de l'entrepreneur, soient compétitives et lui permettent de s'installer, se développer de manière sereine. Ce que préconise le modèle et ce que préconise également la CGEM sur cet axe-là, c'est de sécuriser l'initiative entrepreneuriale en éliminant de manière systémique les barrières administratives et réglementaires, en s'assurant d'une concurrence saine et en renforçant les régulateurs et en protégeant les entreprises grâce à des mécanismes de recours qui soient efficaces. Le deuxième axe qui est important, c'est d'orienter les acteurs économiques vers des activités productives et dans ce sens, l'État doit intervenir pour orienter ses investissements et orienter ses incitations vers les secteurs vers lesquels l'État veut que les entrepreneurs aillent. Et puis enfin, le troisième grand axe qui est d'une extrême importance, c'est d'opérer un choc de compétitivité sur les grands axes qui sont des axes importants de compétitivité par les entreprises. C'est d'abord l'énergie. Et le modèle de développement préconise qu'à l'horizon 2035, ou en tout cas fixe un objectif pour que le coût de l'énergie soit divisé par 2 sur les 15 prochaines années, et en plus qu'elle soit décarbonée. C'est la compétitivité logistique, c'est la compétitivité sur le foncier, et c'est la compétitivité sur le capital humain. Donc encore une fois, c'est l'ensemble de ces mesures qui fera que demain, un entrepreneur dans une région donnée du Maroc décide de s'installer, de prospérer et de développer son entreprise. Un entrepreneur ne peut pas prospérer s'il ne se sent pas sécurisé d'un point de vue également judiciaire. Ce que préconise la proposition qui est faite et que nous trouvons extrêmement intéressante, c'est qu'il y ait au plus haut niveau du gouvernement un poste de défenseur de l'entreprise qui puisse intervenir lorsqu'une injustice évidente ou flagrante est définie ou en tout cas est démontrée. Et ça, on ne peut que s'en féliciter parce que bien entendu, les personnes qui vont investir se sentiront beaucoup plus sécurisées si demain elles savent qu'elles ont un recours et que ce recours peut être efficace, rapide, comme ça peut se trouver dans des économies qui sont aussi compétitives. Cet appel à la contribution de la 13e région, et en l'occurrence de manière beaucoup plus globale, parce que ce n'est pas la 13e région qui a été citée dans le rapport de la Commission, mais l'appel à contribution des Marocains du monde. Notamment, à travers la CGM, cette 13e région, si on pouvait peut-être énumérer quelques points communs et les leviers à peut-être enclencher ou qui ont déjà été infléchis afin de mettre à contribution ce potentiel, ce gisement de matière grise, et pas seulement, mais aussi de capital de Marocains du monde. Pour la croissance au Maroc, bien sûr. À notre niveau, nous avons vite compris que c'était une composante importante de notre société. Nous avons une commission qui s'appelle Commission 13e Région et qui s'occupe donc des Marocains du monde. Donc ça montre bien à quel point nous sommes conscients de ce sujet. Deuxièmement, je pense que
une des spécificités du Maroc et une des richesses qui entrent dans le cadre de notre capital immatériel, c'est ces Marocains du monde, puisque nous avons une diaspora qui est non seulement importante à travers le monde, mais qui reste toujours très attachée à notre pays. Donc, bien évidemment, c'est une richesse que nous avons, qui en plus est éparpillée à travers le monde. Vous en trouvez beaucoup sur le continent américain, bien évidemment en Europe, mais aussi en Asie. Je pense que pendant cette crise, on l'a vu et on l'a senti, puisque chacun d'entre nous a vu que les Marocains du monde se sont mobilisés quand il le fallait pour contribuer à l'achat de vaccins, pour contribuer à l'achat de masques, etc., etc. Donc c'est une vraie richesse que nous avons et c'est une vraie richesse sur laquelle nous pouvons capitaliser et nous devons capitaliser. Pour ce faire, il faut que ces Marocains du monde se sentent valorisés et se sentent complètement partie prenante de la vie économique, de la vie sociale et de la vie politique de notre pays. Et je crois que les axes sur lesquels nous devons travailler... Oui, pour ma part, je m'exprimerai sur le volet essentiellement économique puisque c'est là que nous avons des aspects. Mais bon, clairement, quand vous sollicitez les Marocains du monde, on sent bien qu'ils ont un amour fort, un attachement fort pour leur pays et qu'ils ont une envie de contribuer de manière positive. Donc je crois que le nouveau modèle le souligne, l'État en est parfaitement conscient et on serait bête de se priver de ce capital immatériel dont le Maroc dispose. Dernière question, par rapport à la relance, Mahdi Tazi, et par rapport à ce nouveau modèle de développement, est-ce que vous pensez que d'ailleurs, la Commission l'a souligné à travers son président, certainement certaines choses ont dû être réadaptées au contexte actuel à cause de la crise Covid-19. Donc quels sont les outils peut-être déjà à mettre en place là tout de suite ou peut-être à travers le prochain gouvernement parmi les chantiers prioritaires pour relancer la machine économique? Parce que c'est ce qui compte aux yeux de ce chef d'entreprise, c'est que le carnet de commandes se remplisse, c'est que la trésorerie ne soit pas aussi affectée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bon, d'abord, je pense qu'il y a un temps court et un temps long dans la relance. Il y a un temps court sur lequel nous avons travaillé, sur lequel nous continuons à travailler et qui est comment sauvegarder les emplois, comment sauvegarder le tissu productif de notre pays sur les mois à venir et nous nous ajustons au fur et à mesure de l'avancée de cette crise. C'est ce qui a été fait en mai dernier, en septembre dernier et nous l'avons réitéré en janvier, en adaptant au fur et à mesure nos priorités et les axes que nous défendons à la réalité économique du moment. Par exemple, si nous regardons l'instant présent, probablement que le tourisme, il y en a d'autres bien évidemment, mais le secteur qui est le plus impacté aujourd'hui, c'est le tourisme, parce que c'est celui qui a le moins bénéficié d'une relance. Les autres secteurs, bon an mal an, ont repris et subissent des soubresauts de la demande mondiale. Le tourisme est encore quasiment à l'arrêt si on compare à 2019 par exemple. Donc ça c'est le plan de relance, enfin c'est le temps court du plan de relance. Le temps long du plan de relance, c'est la résolution des problèmes structurels de notre économie. C'est sur ça essentiellement que le nouveau modèle de développement s'est penché et c'est une partie des mesures sur lesquelles nous, CGEM, nous sommes penchés. Et là, nous avons beaucoup d'axes communs. Le premier, c'est le choc de simplification de la relation État-entreprise, État-citoyen, où nous avons une mesure qui est très similaire, c'est de supprimer 80% des demandes d'autorisation et des demandes d'agrément, parce que et en le remplaçant par des cahiers des charges. Donc ça, c'est un axe très important de la relance. L'informel, l'intégration de l'informel est un axe très important de la relance, parce qu'il a un double impact. Le premier, c'est qu'il
qu'il réduit les recettes de l'État, et le deuxième, c'est qu'il fait subir aux entreprises qui, elles, sont dans le formel, une concurrence qui est complètement déloyale. Troisième axe du plan de relance, à la fois de la CGM et du modèle de développement, c'est la généralisation de la protection sociale que nous avons préconisée dès 2020, qui a été sur aux instructions de Sa Majesté le Roi, qui a été implémentée très rapidement. Et nous pensons que de façon générale, l'inclusion sociale et le renforcement des mesures d'accompagnement social sont un axe fondateur et fondamental du plan de relance et aussi du modèle de développement économique. La refonte ou la révision du Code du travail nous semble être, pour qu'il soit plus adapté à la réalité économique du moment, nous semble être aussi un axe fondamental du plan de relance. Il est moins appuyé, mais il est largement cité dans le nouveau modèle de développement, peut-être de manière moins frontale. Et puis enfin, il y a tous les aspects liés à la nouvelle économie. Donc c'est tous les aspects liés au digital et à l'adaptation de notre économie à l'économie digitale, qui est un axe fondateur pour nous et fondamental du plan de relance. Merci. Merci beaucoup Mehdi Tiazi, vice-président général de la CGM. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup Khadija, merci. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.